C'est l'info, l'invité de la semaine. La crise entre la Corée du Nord et la communauté internationale s'intensifie. Depuis plusieurs mois, son dirigeant Kim Jong-un manie le chantage nucléaire et nargue ouvertement les États-Unis. Ces derniers répliquant par une pression accrue. Énième regain de tension autour des ambitions militaires de Pyongyang, la Corée du Nord s'est attirée de vives condamnations de la communauté internationale en revendiquant dimanche 3 septembre l'essai nucléaire réussi d'une bombe à hydrogène. Avec ce 6e essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, la Corée du Nord, tenue d'une main de fer par son dictateur Kim Jong-un, présente un nouveau défi pour Washington, comme pour la Chine, son principal allié. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Dorian Malovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chef du service Asie au quotidien La Croix et vous publiez en 2016 La Corée du Nord en 100 questions avec Juliette Morillo aux éditions Talendier. C'est un petit peu le livre qui vous permet de tout comprendre sur la Corée du Nord. Alors Merci. Dorian, ce 6e essai nucléaire nord-coréen est-il une provocation ou une nécessité technologique ? Alors, on a des perceptions différentes en fonction de qui on est et où on est. Pour la communauté internationale, États-Unis en tête, Corée du Sud, Japon, c'est une provocation supplémentaire après 10 ans de sanctions de l'ONU visant à empêcher la Corée du Nord de maîtriser l'atome. La Corée du Nord poursuit son programme et évidemment a procéder à un 6e essai, mais d'une puissance jamais atteinte jusque-là par la Corée du Nord. Et là, l'inquiétude augmente puisque la prise de conscience internationale qui déjà a été un peu silencieuse et sous-tendue, maintenant, ça éclate au grand jour. La Corée du Nord est une puissance nucléaire et en dépit de toutes les sanctions depuis 10 ans, on ne sait pas et on n'arrive pas à l'arrêter, à la maîtriser, à geler ses programmes nucléaires et de missiles. Et c'est vrai que même la Chine ou la Russie, qui seraient beaucoup plus proches du régime nord-coréen, s'inquiètent et sont un peu ennuyés par ce processus nucléaire et en même temps, les intérêts chinois ou russes vis-à-vis de la Corée du Nord les poussent à ne pas aller au-delà d'une certaine limite dans le vote de nouvelles sanctions, ce qui semblerait être le cas dans les jours qui viennent. C'est l'intérêt de la Chine, c'est de ne pas voir le régime nord-coréen s'effondrer parce que la Corée du Nord joue un rôle d'État tampon entre la Corée du Sud et donc indirectement les forces armées américaines. Si la réunification de la péninsule devait arriver sous la direction de Séoul et des Américains, vous auriez 30 000 Américains à la frontière chinoise. Et la Chine ne tient absolument pas à avoir une présence militaire américaine avec tout ce que ça consiste de porte-avions, avions, radars et missiles à sa frontière. Donc l'enjeu aujourd'hui est maintenant de changer un petit peu de braquet, c'est-à-dire que on voit bien qu'il est compliqué d'arrêter le processus. La Corée du Nord a la bombe nucléaire, il va falloir la considérer comme telle. Ça, c'est le changement de logiciel de la communauté internationale va être compliqué à opérer dans les esprits. La dissuasion nucléaire, la Corée du Nord l'a maintenant. Elle se dit qu'avec cette puissance nucléaire, les États-Unis qui sont au Corée du Sud et au Japon n'interviendront jamais sur le territoire nord-coréen. Et donc, elle a gagné d'une certaine façon une première manche en se protégeant. Maintenant, il ne faut pas écarter non plus des dérapages. Je ne dis pas que la Corée du Nord, évidemment, va provoquer une guerre, ce n'est pas du tout son objectif. Les États-Unis ne tiennent pas non plus à faire des frappes préventives ou pas préventives, c'est-à-dire envoyer des missiles sur des sites nord-coréens parce que ça déclencherait probablement une catastrophe apocalyptique dans la région avec des conséquences internationales monstres. Vous avez quand même les 5 grandes puissances mondiales qui sont concentrées dans cette région. Donc là, il va falloir trouver une solution différente, mais ça va prendre vraiment un certain temps. Et alors justement, quand Donald Trump brandit l'arme nucléaire, on est là sur du surréalisme, du surfait, puisque on semble se tourner vers une solution diplomatique. Écoutez, c'est le premier test nucléaire qu'expérimente l'administration Trump, qui s'est installée à la Maison-Blanche en janvier dernier. Ce n'est pas exagéré que de dire que la stratégie de Trump depuis le mois de janvier est d'une incohérence totale vis-à-vis du dossier nord-coréen.
Il a commencé par dire qu'il était prêt à aller manger un hamburger avec Kim Jong-un, pour après dire que ce petit jeune fou là ne passait que son temps à tirer des missiles. Il a accusé la Chine de pas faire le travail. Il a envoyé une armada militaire au mois de mars autour de la péninsule en menaçant évidemment de déclencher une guerre. Et au mois d'août, il a encore appelé à dire donc ça allait être la peur, la furie, la colère contre le Nord. Personne n'y comprend plus grand-chose et cette volatilité aujourd'hui vient beaucoup plus de l'administration américaine sur laquelle on ne sait plus de quelle position elle va prendre. Heureusement qu'il y a les généraux qui sont autour de Trump, qui modèrent et qui ont un peu les pieds sur terre et qui ont mis en avant qu'une opération militaire serait catastrophique. Maintenant, on a vu les États-Unis hier à l'ONU qui ont encore appelé à des sanctions encore plus fortes contre la Corée du Nord, ce qui est très possible. On peut encore accentuer les sanctions, il y a encore de la marge. Simplement, le tout est de savoir si la Chine et la Russie seront prêtes à voter pour ces nouvelles sanctions. Il va falloir négocier. Il y a une résolution qui circule, qui a été distribuée par les Américains, mais les Chinois, même s'ils sont ennuyés et pas très contents de ce que fait son allié nord-coréen, ils sont certainement pas prêts à voter des sanctions qui vont étouffer le régime ou qui provoqueraient l'effondrement de la Corée du Nord. Il y aurait des milliers de réfugiés qui débarqueraient en Chine et il y aurait probablement une offensive sud-coréenne sur le territoire nord-coréen. Donc ce serait une instabilité totale que la Chine ne peut accepter. Alors les sanctions, justement, les premières datent de 2006, 2009, 2013, 2016 et début 2017, une sanction visant à priver le pays d'1 milliard de dollars de recettes provenant de ses exportations de fer, de charbon et de sa pêche. Ces sanctions ont-elles réellement un impact sur les ambitions nucléaires de la Corée du Nord ? Elles ont un impact minime. Je tiens à préciser que on parle de sanctions depuis 2006. Précisons que de 2006 à 2016, les sanctions consistaient à réduire les exportations militaires et d'armement de la Corée du Nord. C'était très ciblé sur le militaire et la technologie, c'est-à-dire que ça ne visait pas l'économie. Les véritables sanctions économiques visant à étouffer, le système commercial nord-coréen, c'est-à-dire l'entrée de devises étrangères en Corée du Nord pour pouvoir financer les programmes, ne datent que de l'année dernière, en 2016. Justement, vous l'avez dit, le charbon exporté en Chine interdit, les minerais de toutes sortes. Je vous rappelle que la Corée du Nord a beaucoup de métaux rares qui sont très précieux pour l'électronique aujourd'hui dans nos téléphones et autres ordinateurs. Il y a des diamants et de l'or. Donc, il y a les dernières sanctions du mois d'août de cette année, là encore sont renforcées, notamment sur les produits de la pêche. Ça peut paraître un peu marginal à nos yeux, mais ceci dit, c'est très 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 important. Il y a beaucoup de fruits de mer qui sont exportés indirectement vers le Japon, qui achètent très cher tous ces produits, crabes, mollusques et autres. Ça paraît bête, mais ce sont des centaines de milliers de dollars. Maintenant, elles ont probablement ralenti. Elles ont pu ralentir quelque peu le processus militaire, balistique et nucléaire, mais elles ne l'ont pas stoppé. Il faut bien se rendre compte que ça fait des années que la Corée du Nord travaille sur son programme. Ils ont des ingénieurs, ils ont des techniciens, ils ont le matériel, ils ont les matières premières pour fabriquer des bombes. Et après avoir été soutenus par l'Union soviétique il y a 40 ans, par la Chine beaucoup plus récemment après la chute de l'URSS en 91, et par le réseau pakistanais nucléaire, ils ont maintenant la maîtrise du sujet et ils ont bien fait remarquer dimanche lors du 6e essai que notamment, d'abord c'était un succès de la bombe H et deuxièmement que c'était une bombe qui avait été fabriquée 100% en Corée du Nord. Donc c'est totalement une production locale et c'est vraiment autonome. Donc du coup, ils peuvent très bien poursuivre la production. C'est ça qu'il va falloir surveiller. Est-ce qu'ils vont pouvoir construire en masse, en nombre, les nouveaux missiles et les nouvelles miniaturisations atomiques qui vont être posées sur les missiles. Ça, c'est le prochain défi. On se doute qu'ils ont les moyens de le faire. Et maintenant, effectivement, il va y avoir encore des tirs de missiles. Je pense qu'il y en aura d'ici quelques jours avant le 9 septembre, date de l'indépendance de la Corée du Nord. Et les techniciens et ingénieurs ont besoin de faire encore des essais pour parfaire et vraiment être beaucoup plus maîtres de cette technologie. Et alors, quand la France, comme d'ailleurs d'autres pays occidentaux, continue d'appeler à un démantèlement complet et vérifiable du programme nucléaire, n'est-ce pas irréaliste ?
Alors, écoutez, ce qui moi me frappe ces derniers jours, c'est que subitement on voit arriver sur la scène la diplomatie française. On a vu Jean-Yves Le Drian qui parlait donc de sanctions beaucoup plus fortes, que la Corée du Nord était un danger. On a écouté ce matin Monsieur Raffarin qui disait que la Corée du Nord il fallait s'en méfier, Villepin qui dit il faut des sanctions, le président Macron qui dit il faut que l'Union européenne s'unisse et apporte sa voix contre la Corée du Nord, et en réalité, bon, je veux dire, ils suivent un chemin tracé déjà depuis des années qui n'a pas fait d'effet, qui n'a pas montré ses effets. Donc, ce qui me semble totalement dépassé, c'est dépassé. La Corée du Nord a sa dissuasion nucléaire. On n'est plus dans le schéma. On va les arrêter. Ce que j'entends de la part de la France, c'est il va falloir les arrêter. Il faut anticiper. Il faut faire tout pour qu'ils ne l'aient pas. Alors que de toute évidence, ils l'ont. Donc, il y a un problème vraiment de logiciel diplomatique du côté français. Il va falloir qu'ils dépassent leur simple considération de prolifération et qui regardent un petit peu plus la réalité des choses. Et puis, la voix de la France, elle est très très peu audible à l'autre extrémité du globe, et la voix européenne, elle pourrait être audible, mais il faudrait un peu une unité et une crédibilité dans les propositions. Quand j'ai entendu M. Castaner au mois d'août dire qu'ils étaient prêts à jouer les bons offices entre Washington et Pyongyang, vraiment, on se dit que c'est de la petite publicité intérieure française, mais que on n'a pas besoin, enfin je veux dire les États-Unis, la Chine ou Pyongyang n'ont pas besoin de la France pour pouvoir se parler. D'ailleurs, dans les discussions à 6 qui ont commencé en 2003, qui se sont arrêtées en 2009, la France n'a jamais joué un rôle et elle est absolument inaudible. Et l'Europe, pour le moment, bon, elle suit les déclarations communes internationales de condamnation. La France, la Grande-Bretagne votent les sanctions, mais il va falloir que on change de braquet parce que c'est absolument pas très original. Il va falloir montrer un petit peu plus de créativité. Dorian Malovic, que penser de la nucléarisation de la Corée du Sud? Parce que c'est vrai, ça fait quelques années que l'on en parle. Est-ce que c'est une piste? Alors, c'est une piste. On peut pas dire que bon, il y a eu des velléités de la Corée du Sud de maîtriser la bombe, et puis ça a été arrêté par les Américains parce qu'il n'était pas possible dans les années 70 d'accepter une Corée du Sud nucléaire. À cette époque, on était quand même encore dans une époque de guerre froide. Pour autant, l'évolution du programme nucléaire nord-coréen provoque évidemment quelques réflexions du côté des militaires et des ingénieurs sud-coréens qui commencent à dire, d'une part, c'est très récent, peut-être qu'il va falloir que les Américains installent des missiles nucléaires en Corée du Sud sur le territoire sud-coréen. Ça, c'est une demande qui devient de plus en plus audible, et légitime de la part de la Corée du Sud, qui dit, nous aussi, on veut se protéger. Il y a eu déjà des décisions il y a 2 jours pour que la construction de missiles sud-coréens, vous savez, il y a des limitations, il y a des accords avec les Américains qui limitent la portée des missiles qu'ont construit jusqu'à présent les Sud-Coréens. Ça ne peut pas dépasser 800 km. Et la Corée du Sud a demandé à ce qu'on fasse sauter ce plafond pour que les capacités de projection de ces missiles soient beaucoup plus longues. Et ça, il y a un accord de principe de Trump. Du côté japonais, évidemment, les Japonais ont la technologie nucléaire civile et il ne serait pas très compliqué pour eux de maîtriser la bombe atomique, même si, évidemment, étant le seul pays qui a subi les foudres atomiques en 1945 avec Nagasaki et Hiroshima, il y a une constitution pacifiste qui interdit au Japon d'avoir une armée offensive et la bombe nucléaire. Mais ceci dit, le déroulement et l'évolution de la situation dans la région va évidemment d'abord provoquer une course aux armements conventionnels, ce qui est en train de se faire. Le Japon et la Corée du Sud ne cessent d'acheter de nouvelles armes et de nouveaux radars aux Américains qui évidemment gagnent beaucoup d'argent. Et deuxièmement, la demande de présence de missiles nucléaires américains se fait aussi de plus en plus pressante. Alors c'est un risque très très énorme parce que dans ce cas-là, on va arriver dans une région d'Asie du Nord qui risque de devenir une véritable poudrière nucléaire après avoir été, comme elle l'est aujourd'hui, une véritable poudrière militaire conventionnelle. Et je pense que là, il faudrait pas dépasser cette ligne, si vous voulez, parce que en réaction à la Corée du Nord, il faudrait plutôt gérer la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire pour pouvoir la contrôler, pour pouvoir la faire entrer dans des conventions internationales de maîtrise du nucléaire. Mais alors si, de part et d'autre, on commence à faire une course aux armements nucléaires, la Chine ne va pas l'accepter. Et en toile de fond, il faut quand même bien se rappeler que c'est la montée de la puissance militaire chinoise depuis 20 ans et la puissance militaire pacifique de l'océan Pacifique chinoise que les Américains tentent de contenir.
Alors parlons un petit peu à présent de Kim Jong-un. Comment gouverne aujourd'hui Kim Jong-un et surtout est-il seul aux manettes, hein? Alors absolument pas. Kim Jong-un est évidemment le visage du régime nord-coréen. C'est le troisième de la dynastie Kim, le plus jeune, qui a pris les rênes du pouvoir à la mort de son père Kim Jong-il en fin 2011. Et toutes les prédictions à l'époque, je m'en souviens, où on disait il a fait ses études en Suisse, il va être plus ouvert, plus prêt à démocratiser ou à assouplir le régime. Tout le monde s'est trompé. Il a accéléré les programmes nucléaires et il a mené une politique économique un peu sur le modèle chinois d'ouverture et de réforme. Depuis 5 ans, il y a une nouvelle stratégie qui s'appelle le Byongjin, ça veut dire la double poussée, c'est-à-dire priorité d'une part à l'armement, au nucléaire et aux missiles, et parallèlement développement économique, réforme, possibilité de lancer des réformes, et on voit que les conditions de vie des Nord-Coréens, à Pyongyang en tout cas, et dans d'autres grandes villes du pays, s'est améliorée depuis quelques années. Il n'y a plus de famine en Corée du Nord. Il y a des endroits où il y a de la malnutrition dans les campagnes. C'est sûr que c'est un pays pauvre à l'intérieur et que la vie n'est pas aussi confortable dans les campagnes, mais le mode de vie s'est amélioré. Vous avez des hommes d'affaires qui, dans le cadre, officiel et public de l'économie étatique, à l'intérieur de cela, est en train de se constituer des entités autonomes et privées qui payent des taxes à l'État pour pouvoir fonctionner. Donc ils savent faire du commerce avec la Chine, bien sûr, et des tas de produits rentrent en Corée du Nord, et c'est vrai que c'est une évolution importante. Kim Jong-un n'est évidemment pas le seul, il est à la tête du pays, mais vous avez le parti des travailleurs, l'équivalent du parti communiste chinois. C'est les décisions qui sont prises à ce niveau-là, et donc on est sur des lignes politiques d'autonomie vis-à-vis de l'extérieur, d'autonomie vis-à-vis de sa défense, et en économie, on a des améliorations. Donc évidemment, ce n'est pas le paradis, mais c'est aussi une évolution qu'avait promis Kim Jong-un en arrivant au pouvoir. Il a fait un grand discours en disant « Je ne veux plus que mon peuple se serre la ceinture et meure de faim ». Tout ça, c'était suite à la famine catastrophique qu'ont vécu les Nord-Coréens au milieu des années 90, qui avait fait quand même plus d'1 million de morts. Et cette famine avait été due à de mauvaises conditions climatiques, mais aussi à la chute de l'URSS en 91. Et l'aide de l'URSS ne parvenait plus à la Corée du Nord. Donc tout ce qui était système agricole, engrais, matériel ne venait plus. Donc là, ça a été une catastrophe, une conjonction que Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, a dû gérer comme il a pu, et il a dû ralentir le programme nucléaire et balistique. Mais le fils, et le petit-fils de Kim Il-sung, le fondateur, a repris les rênes et aujourd'hui fait ce que probablement son père aurait bien voulu faire. Mais tout ça, c'est collectif, et Kim Jong-un est la tête et le visage de la Corée du Nord. Et oui, vous parliez des famines, il ne faut pas non plus oublier que les terres agricoles nord-coréennes ne sont pas favorables à une exploitation de masse. Donc aujourd'hui, Dorian Malovic, la population nord-coréenne perçoit ce programme nucléaire de quelle manière ? Alors, pour la population nord-coréenne, autant qu'on peut le savoir, c'est une fierté nationale. C'est-à-dire qu'évidemment, dans les médias officiels, on ne publie que tous les succès des ingénieurs, les tests de missiles. On a vu que maintenant il y a des grands écrans télévisés au cœur de Pyongyang. Est-ce que vous auriez imaginé ça il y a quelques années à Pyongyang? Non. Donc ce sont des améliorations, technologiques. Bon, la Corée du Nord aussi a sa politique de communication extérieure pour montrer qu'elle s'améliore. Et les Nord-Coréens voient toutes ces avancées-là comme des succès pour la nation qui se défend contre l'impérialiste américains. C'est-à-dire que depuis leur plus tendre enfance, les Nord-Coréens sont, dans une posture à apprendre qu'ils sont menacés par les Américains au lendemain de la guerre. C'est l'ennemi numéro 1, et que le pays consacre une grosse partie de son argent à
la protection de son pays militaire, et donc à chaque fois c'est un succès. Donc la notoriété, je dirais, si on avait une opinion publique qui évidemment n'est pas comparable à nos démocraties, puisque là-bas vous n'avez pas de dissidence, pas de parti d'opposition, pas de médias autonomes, donc évidemment c'est biaisé d'emblée puisque tout le monde sera d'accord avec ce que fait le leader. Mais pour eux, il y a pas d'alternative. Ce que réussit le grand leader, c'est une fierté nationale, ça cimente l'unité nationale, et avec l'amélioration de la vie quotidienne, bon, ça écarte l'idée de ce que certains à l'étranger espèrent en disant il y a une dissidence, une opposition qui va renverser le régime. Ça c'est très 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 improbable avec le chemin qu'a suivi Kim Jong-un depuis 5 ans. Enfin, dernière question très brève, doit-on rester optimiste face à cette situation ? Alors c'est compliqué de dire si. Alors c'est vrai qu'être optimiste ou pessimiste, moi je pense qu'il y a une dramatisation de la part des Américains, qu'effectivement la situation objectivement n'est pas rassurante parce que quand même, quand vous avez une concentration d'armes dans la région aussi importante que ce qu'elle est aujourd'hui, quand vous avez évidemment une nouvelle puissance nucléaire qui émerge avec un régime dont on ne connaît pas grand-chose, dont les gens doutent de la sincérité évidemment, dont on ne sait pas ce qu'elle va faire, il y a de quoi être inquiet. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, il est difficile d'affirmer qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. On peut se poser la question, on peut réfléchir et on peut deviser sur la question. Maintenant, si on regarde objectivement, la Corée du Nord a le nucléaire non pas pour attaquer en premier ses voisins ou les États-Unis, et de notre côté, les États-Unis, on le sait bien, ont bien évalué le risque d'une attaque militaire, nucléaire ou pas, sur le territoire nord-coréen. Ça provoquerait une guerre régionale énorme, mais des massacres et une apocalypse monstrueuse. Vous avez des économies très développées, vous avez des millions d'habitants qui habitent là, vous avez surtout, enfin vous avez aussi 150 000 Américains et leurs familles qui sont en Corée du Sud, vous en avez autant au Japon. Donc tout ça mis dans la balance doit amener à un petit peu plus, je dirais, de sang-froid vis-à-vis des possibilités et des scénarios. On peut évoquer plusieurs scénarios, dont certains sont catastrophiques, mais il y a aussi des scénarios très délicats et moins facile à envisager, mais il faut que la diplomatie reprenne ses droits, mais il va falloir que les rapprochements se fassent et ça va prendre un certain temps vu que la confiance n'est pas rétablie entre tous les acteurs de la région. Donc restons, ayant encore du sang-froid, ne jetons pas de l'huile sur le feu, nous commentateurs ou experts de l'extérieur, essayons d'expliquer aux auditeurs ce qui se passe là-bas pour qu'on ait les éléments pour comprendre et ne pas réagir émotionnellement, évidemment, ce que je peux comprendre, mais il faut quand même regarder les choses. C'est inquiétant, mais il y a aussi des acteurs qui ne tiennent absolument pas à ce que les choses explosent. Eh bien voilà, merci beaucoup Dorian Malovic. Je rappelle que vous êtes journaliste, donc chef du service Asie au quotidien La Croix, et puis surtout, la Corée du Nord en sans question, avec Juliette Morillo aux éditions Talendier, où vous déjouez finalement un certain nombre d'analyses que l'on peut entendre un peu partout. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup.